officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. C'est tout un mariage, Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bon, je m'appelle Christiane. Alors maintenant, on parle d'écologie. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, l'écologie, la première chose à faire en France, c'est de fermer les centrales nucléaires. Il n'y a pas plus dangereux que les centrales nucléaires. Ils ont eu Tchernobyl, ils ont eu Fukushima. Il y en a une aussi aux États-Unis qui a explosé. En France, ils attendent que ça explose. Ils ont, je ne sais pas, plus de 50 réacteurs. La moitié du parc nucléaire est en mauvais état. Ça va mal se terminer. Il faut vraiment... Alors, moi, je vis aux Pays-Bas. Là, l'écologie se développe plus rapidement qu'en France. Il y a des éoliennes. Ils ont construit des grands parcs éoliens dans la mer du Nord. Et leur but, c'était... Mais ils ne sont pas parfaits non plus. Hein, mais le but, ils n'ont pas de centrale nucléaire, déjà. Alors, de toute façon, ils ont du gaz. Et leur gaz, ils ont du gaz dans la mer du Nord. Et le gaz a commencé à faire des... Quand tu creuses pour prendre le gaz, ça fait des trous d'air. Ouais. Et il y a une ville qui s'appelle Groningen, qui est juste à côté des forages de gaz, et qui est en train de s'affaisser. Ça veut dire qu'ils sont obligés de diminuer La production. la production. Donc le gaz va augmenter et ils arrêtent. Donc ils développent. Il y a beaucoup d'éoliennes dans la mer du Nord. L'énergie solaire, il n'y a pas beaucoup de soleil en Hollande, mais bon, maintenant tu n'as pas besoin de soleil pour faire de l'énergie solaire. Hein. Tu fais de l'énergie avec la lumière. Hein. Et l'eau, tu as l'eau aussi. Mais le vent, à mon avis, il faut vraiment développer les énergies renouvelables. C'est la seule solution. Tu vois. Il y a des éléments de la nature qui existent, comme l'eau, le soleil, le vent, il faut s'en servir. Ce n'est pas la peine d'aller faire des centrales nucléaires partout. Et le charbon, alors le charbon, ça pollue hyper. Il y a encore une centrale à charbon aux Pays-Bas. En France, je ne sais pas. Mais en Allemagne, par exemple, ils ont arrêté le nucléaire, mais ils ont ouvert leur centrale à charbon. Alors, Ah ouais, c'est pas plus. Et là, j'ai entendu dernièrement que cette année, on a un top niveau au niveau du CO2. Ah ouais. Alors, ils font rien, ils font pas suffisamment. L'eau monte, les pôles fondent. Moi, je sais pas trop bien nager. Moi, je dis une bouée. Non, pas du tout. Je dis une bouée au cas où je me noie. Ouais, l'écologie. La France, ils gouvernent la France comme une entreprise. Ils sont mal parés. Sauf qu'ils n'ont pas les syndicats encore. Ça vient. Ça vient. Mais il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'écologie. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. Je sais que les gens, quand ils sont sur les plages, maintenant ils ramassent leur saleté. Avant, ils ne ramassaient pas. C'est une question d'éducation. Mais ouais, j'allais dire. Apprendre à respecter la nature, il y a beaucoup de choses à faire. On a quand même... le monde a quand même bien avancé, non? Moi, je pense. On va parler... Quand même, le monde a beaucoup avancé technologiquement, mais il y a beaucoup plus d'habitants. Comme il y a de plus en plus d'habitants, il y a des gens qui s'éduquent, mais il y a tous ceux qui ne sont pas éduqués. Alors, donc, mais le monde change. Et les pays qui pollueront le moins dans l'avenir, c'est peut-être la Chine, tu vois. Parce que la Chine est en train... Il y a des grands programmes contre la pollution en Chine. De toute façon, ils n'arrivent même plus à respirer. Alors, il y a leurs nuages de temps en temps sur leur ville. Ils ne voient plus rien, ils sont dans un nuage. Mais ça a changé. Mais on est de plus en plus nombreux. Donc ça veut dire qu'il faut faire de plus en plus d'efforts. Et le fait qu'on consomme beaucoup, c'est aussi, ça pollue beaucoup. Quand tu manges beaucoup de viande, toi en tant que végétarien, tu manges quelque chose. Mais la viande, quand tu manges un beefsteak, tu pollues. Tu pollues beaucoup. Les animaux, ça pollue beaucoup. Alors, il faut que tout le monde devienne végétarien, c'est dommage. Moi, j'aime bien la viande. Mais on consomme trop. Il y a un mec qui s'appelle Pierre Rabhi, je ne sais pas si tu connais, parce qu'il y a une politique de la décroissance. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait moins de croissance, moins de consommation pour sauver la planète. Il y a plusieurs optiques là-dessus, je sais pas. Il faut que ça devienne politique.
Tant que les politiques ne mettent pas la main dessus, les idées... Les politiques, ça les intéresse pas, la décroissance. Ouais, je sais. Mais certainement pas. Tout ce qu'ils parlent, tu les entends parler, quand ils parlent d'économie, la première chose qu'ils disent, 1,2 de croissance pour l'année. Et la croissance, comme si c'est la croissance, c'est le moteur de l'économie. C'est pas ça. Déjà, même en France, déjà fermer les centrales nucléaires, ça ferait tellement de travail. Alors, moi, je n'irais pas travailler dans le nucléaire, j'ai pas envie d'être irradié, et ça ferait du travail, tu vois. Il faut les fermer, ces centrales nucléaires. Alors là, ça leur coûte une fortune pour les adapter, pouvoir continuer à les exploiter. Jusqu'au jour où ces centrales nucléaires, moi, ça me fait peur, le nucléaire. Vraiment quelque chose. Ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur à tout le monde. Et puis en plus, c'est tellement opaque. EDF, ils disent Areva, là, ils disent rien sur les centrales nucléaires. Les gens, ils habitent à côté d'une centrale nucléaire, ils ne savent même pas le danger que ça représente. Un petit peu maintenant, mais parce qu'on leur fait un peu peur de temps en temps. Mais le plus important, c'est d'y travailler, d'avoir un travail. C'est partout comme ça pour vivre pas le nucléaire. Quand on entend des fois des politiques qui disent oui, ça va supprimer des emplois. Et qu'est-ce qui est le plus important? La santé des gens ou le travail, tu vois. À mon avis, les deux, tu vois. Il y a d'autres moyens de gagner sa vie qu'aller travailler dans le nucléaire, je peux te dire. Faire pousser ses petits légumes, peut-être. D'une centrale nucléaire. Mais à côté de tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant de la médecine? Parce que quand on pollue, quand on rend malade, tout ça... ça marche ensemble. Oui. T'as Monsanto d'un côté qui te met des pesticides partout et qui t'empoisonne, et de l'autre côté t'as Bayer qui te vend des médicaments. Et maintenant ils sont en train de s'associer, ça veut dire que Bayer va racheter Monsanto va t'empoisonner et Bayer ils vont te soigner. Voilà, les deux côtés ils gagnent. Continuer à empoisonner le monde. Pompier pyromane. Tu sais, ça existe. Mettre le feu. Pour l'éteindre. Voilà, Monsanto, c'est ça. Monsanto, d'un côté, ils polluent et de l'autre côté, ils empoisonnent les gens, surtout. C'est bien vu ce qui se passe en Afrique avec Monsanto. Il y a même un pays africain, je ne sais plus lequel, qui a refusé de travailler pour Monsanto avec leurs graines que tu dois racheter à chaque fois. Avant, ils les cultivaient, ils les reprenaient, ils s'en servaient. Maintenant, c'est interdit, tu dois acheter à chaque fois. Ça, à mon avis, le président n'a pas duré longtemps. Non. En plus, ils ont plein de procès à Monsanto. Et puis les médicaments, regarde tous les scandales autour des médicaments. Il y a des scandales partout. L'argent, c'est l'argent qui fait tourner le monde. Parce que l'industrie pharmaceutique, c'est la même chose, c'est ces grandes multinationales. Les médicaments, la médecine, il y a eu des avancées extraordinaires en médecine. Mais comment ça se fait qu'en Afrique, on meurt encore du choléra, de la tuberculose? La tuberculose, il y a un vaccin qui s'appelle le BCG par Pasteur. Il y a encore des gens qui meurent de la tuberculose. Comment c'est possible, toi? Alors ici, ils veulent te coller au vaccin, on ne sait pas trop pourquoi. Moi, je ne sais pas trop, parce que je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais il y a des pays où les vaccins, tout le monde va y avoir accès. On va dire que les malades sont choisis alors par... Est-ce qu'ils sont là, ils veulent détruire la sécurité sociale? Aux Pays-Bas, c'est déjà fait. Et les Pays-Bas, c'est différent parce qu'ils ont un système social vachement fort. Alors donc, mais le libéralisme aux Pays-Bas, ils sont au top. Tout est privé, la Sécu, tout est privé aux Pays-Bas. Bon, il y a des portefeuilles, il y a beaucoup d'associations aussi qui sont très efficaces, mais tous les ans, on diminue les subventions aux associations, un peu comme en France. Mais au niveau social, les Pays-Bas étaient déjà beaucoup plus social que la France. Alors donc, mais ils ont tout cassé, la sécurité sociale l'a cassé. Il y a les mêmes problèmes dans les hôpitaux aux Pays-Bas que tu trouves ici. Des hôpitaux où il y a une infirmière, une aide-soignante pour 2 étages, quoi. C'est scandaleux. Mais c'est le pays du libéralisme. Et aussi... Ça, je n'avais jamais pensé, ça. J'avais jamais pensé que la Hollande soit un pays... libéral, c'est un paradis fiscal, la Hollande. Parce que les entreprises, les multinationales, elles s'installent aux Pays-Bas. Ils payent 2% d'impôts aux Pays-Bas. Entre 2 et 10%, ça dépend. Par exemple, ils ont une histoire avec Starbucks. Ils ont fait, pour que Starbucks s'implante bien aux Pays-Bas, mais ils leur ont fait payer tout 5% d'impôts. Alors les autres entreprises en payent 10 ou 15, les autres. Et il y a beaucoup de multinationales. Et là, justement, avec le nouveau cabinet, il y a des histoires sur
les impôts sur tu sais, les dividendes. En France aussi, Macron, c'est les profits des entreprises qui vont aux actionnaires et qui ne payent pas d'impôts dessus. Alors, là, il y a une grande discussion au Pays-Bas. Le gouvernement n'est pas d'accord. Ça passera quand même de ne pas les faire payer pour qu'ils investissent. Tu sais, c'est comme dit Mélenchon, la théorie du ruissellement. Là. Ils sont riches en bas, puis on ramasse les gouttes. Les gouttes, elles ne sont pas bien grosses. Les gouttes, c'est pas ici qu'on a laissé les gouttes d'eau. Les gouttes de pollution sur ta tête. Voilà. C'était ce que. Et aux Pays-Bas, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les Pays-Bas? Ils sont hyper organisés. Est-ce qu'on m'a toujours dit que c'est une société. Mais les gens sont aussi très, très beaucoup plus respectueux au travail. Rien qu'au niveau du travail. Tu es femme de ménage en France, tu es une domestique. Tu es une femme de ménage aux Pays-Bas, tu es une travailleuse. C'est toute la société, c'est toutes les sociétés comme ça. La corruption, l'argent, tu vois bien, ils prennent des gens pour des cons, c'est le cas de le dire. Tu vas à la banque, tu es un pauvre, on te colle des agios, tu es un riche, tu n'en as pas d'agios. Regarde le mec, le Draghi, là, c'est le Draghi, je sais pas comment il s'appelle, une espèce de financier. Celui-là, il est extrêmement riche, mais il a plein de dettes. Comment tu peux être riche avec plein de dettes? C'est ça il en a là-dedans, il faut emprunter. Oui. Et il vit avec ce qu'il a emprunté. Et ça, c'est le système. C'est le système. C'est le système. On te dit, prends de l'argent, tu prends, tu utilises, et puis... Ils ne sont pas du tout contrôlés. Ils contrôlent le système. Mais l'État ne contrôle plus le système. Le problème, c'est que les politiques ont été bouffés par la finance. Et ce qui se fait, maintenant, c'est la finance qui met les hommes politiques en place. Macron, il vient de la finance. Tu prends d'autres aux États-Unis, Trump, c'est pareil. Il vient de la finance. Macron en France, c'est dans quel pays où il y a eu un président qui a été élu? Je ne sais plus où c'est. C'était un mec en Tchécoslovaquie, je crois. Le nouveau président, c'est un homme d'affaires aussi. Il y avait Berlusconi. De toute façon, Macron, on dirait pas, c'est que la finance est en train de prendre en main l'information. Les chaînes de télévision ne sont plus du tout objectives. Ils sont rachetés. Elles sont rachetées par la finance. La finance, elle manipule. Il y a des grandes manipulations. Mais tous les médias sont aux mains de la finance. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'informations objectives. Tu trouves sur Internet, par contre. Sur Internet, tu trouves des journaux un peu plus objectifs. Mais bon, la finance, elle est partout. C'est comme une pieuvre, cette finance. Elle est en train de... sur toute la planète, parce que tu vas en Afrique, qui c'est qui gouverne? La finance. Parce que tous ces chefs d'État qui ont pris comme modèle le capitalisme, qui venait de l'Occident, ils font exactement le même genre, ils pillent leurs États. Des fois, il y a des pays où il y a des richesses incroyables, il y a les grandes multinationales qui arrivent, qui s'en mettent plein les poches, et les poches et les populations, ils touchent rien, elles restent dans la pauvreté. C'est inadmissible. Ou alors ils parlent comme Total, Shell, ils passent, ils polluent, ils s'en vont, et puis démerdez-vous, restez dans votre pétrole à nager. Alors les gens, ils peuvent plus pêcher, ils peuvent plus faire de culture, parce que tous les sols sont pollués. Il faudrait les obliger à dépolluer, à indemniser les populations. Ils sont tous d'accord. C'est un peu triste, mais il n'y a qu'une révolution qui peut sauver le monde. Bonjour Madame Liliane Castellout. C'est comme ça? Castellout. Voilà, comme ça. Ok, merci. Merci de me recevoir ici, chez vous. Je voulais savoir, c'est dans quelles circonstances vous avez... Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop en particulier, c'était très simple. Il a son laboratoire en face du mien, à l'IFAN, à Dakar. Il y a ici l'IFAN, et derrière, juste derrière, en face de ma fenêtre, il y avait Cheikh Anta. Bon, je connaissais Cheikh Anta depuis longtemps quand même, depuis ma thèse. J'avais déjà interrogé Cheikh Anta quand je faisais ma thèse, donc dans les années 59. Mais quand je le retrouve au Sénégal, là, on s'est vu beaucoup plus souvent, j'allais dans son labo, et on allait discuter. On discutait de politique d'abord, ou bien on discutait de ce qu'il faisait comme recherche
à l'époque, il faisait toujours de la recherche, Ouais. n'est-ce pas, sur l'Égypte Ouais. et sur la civilisation égyptienne. Et donc, c'est comme ça on est devenus amis, et j'en ai parlé d'ailleurs dans un petit livre que tu connais, je crois. Tu connais ce Facile, livre, hein, hein. Dans ce livre-là, Ouais. en particulier, je parle beaucoup de Cheikh Anta Diop qui est ici. Voilà, Ouais, ouais. qui est ici. D'accord. Là, en particulier, je parle de mes rapports avec Cheikh Anta, et ça en donne un portrait, je crois, assez ressemblant. J'ai posé la J'espère. question parce qu'il est très cité. Il est très cité par des gens qui parlent de la recherche. Voilà. Alors, Alors, c'est quand même un des grands savants d'Afrique noire. Il avait quand même fait un travail étonnant Ouais. dans la redécouverte, si tu veux, que l'Égypte avait quand même une souche négro-africaine très large, très, très importante, une origine très importante. Ce qu'on savait déjà, hein, lui-même le dit, il cite bien, depuis Hérodote, on le sait, depuis les Grecs, mais ça avait été masqué, Ouais. hein, surtout pendant la fin du 19e. Donc il a mis en lumière en fait. Voilà. Avec Ça avait Champollion, à été partir bien. de Champollion. Oui. Le frère Champollion, Oui. pas le vrai Champollion qui a réussi à déchiffrer la pierre de Rosette, n'est-ce pas, où il y avait les écritures. Là, ça. Hiéroglyphes. Il avait bien soulevé le problème que finalement, les Égyptiens devaient sans doute ressembler assez fort aux fellahs qui sont encore toujours là et qui sont noirs. Ouais. Mais son frère, le Champollion Figéac, son frère était tout à fait contre cette idée-là et avait beaucoup écrit en disant que ça c'était certainement pas, que les Égyptiens ne descendaient certainement pas des Africains et que c'était certainement des Blancs. Ouais. Hein. Et cette idée-là a dominé, l'ensemble, puisque vous pouvez encore, à l'époque en tout cas je crois, je ne sais pas ce que sont devenus les livres de classe, mais je me rappelle que à aucun moment, en effet, dans nos livres d'école, quand on nous parle des Égyptes, on ne parle jamais des Noirs, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Jamais. Et tandis que maintenant, au Sénégal, par exemple, et sûrement en Côte d'Ivoire aussi, Oui. on est obligé de dire que l'Égypte, de tenir compte de Cheikh Anta Diop, et de dire que quand même l'Égypte a une origine négro-africaine. Pas seulement, hein. Après il y a eu des métissages, etc., les Hittites, avec les Grecs, avec les voisins, etc. Mais, et puis les Arabes, mais l'Antiquité, la haute Antiquité, n'est-ce pas, on a suffisamment de témoignages, y compris dans les mythes, dans la religion, n'est-ce pas, même dans la sculpture, hein, dans l'art, dans la coiffure, des femmes qui portent des perruques avec des tresses fausses. Hein. Actuellement encore, les Sénégalais se mettent des fausses tresses. Malheureusement. C'est une vieille tradition. Et donc on a suffisamment, beaucoup, même dans l'outillage, hein, la forme des dabas, hein, la forme des instruments agraires, etc., sont les mêmes. Nous on appelle ça les dabas. Et donc on a, même tu connais, en Côte d'Ivoire, tu connais les petits bancs, avec les tabourets. Les petits tabourets. Ouais. Tu sais ce que c'est? Ce sont des appuis-têtes. Oh. Ce sont des oreillers égyptiens. Ouais. On les retrouve mais comme appui-tête dans le mobilier égyptien. Nous, on en fait des tabourets, mais en réalité, c'était pour dormir. Pas très confortable, entre nous, soit dit. Enfin, je suppose qu'ils mettaient un coussin là-dessus. mais l'idée était déjà... Oui. Hein? C'était déjà bien d'avoir eu cette idée-là, en fait. Oui, c'était déjà bien d'utiliser ça. Bref, quand on a lu les bouquins de Cheikh Anta, hein, on ne peut plus douter
Et je crois que beaucoup de gens actuellement, il y a encore des gens qui disent que, même des universitaires, hein, qui croient que Cheikh Anta Diop a déliré, quoi. Et il y en a encore Oui, et puis oui, il y en a qui le il y disent. a l'épisode Oui, pendant de la période où on a saboté sa thèse ici à Paris, à la Sorbonne. On lui, Oui, a- oui, on lui a bien refusé. bien entendu, sa propre thèse à la Sorbonne a été très, très, très critiquée. Mais non, mais disons que je crois que les gens qui le critiquent, c'est parce qu'ils ne l'ont pas lu. Parce qu'une fois qu'on va... Moi, personnellement, je n'étais pas du tout convaincue. Et quand j'ai ouvert ces livres et que je les lus, bien avant de le connaître, je ne le connaissais même pas. Et quand j'ai lu ça, je dis, mais ah ben oui, il a raison. Parce qu'il donne des preuves. Ouais. Il donne des preuves. Et encore, je ne comprenais pas toutes ces preuves. Par exemple, toutes les preuves linguistiques qu'il donne, qui sont énormes, hein, il y en a énormément. Moi, je ne connaissais pas donc les langues auxquelles il faisait allusion, donc je ne pouvais pas juger, mais je voyais la statuaire, je voyais les objets, etc. Et je reconnaissais en effet des choses tout à fait africaines. Donc, moi, j'étais convaincue, quoi, assez facilement. Et Voilà. un détail qui est très important, c'est que l'Égypte ancienne, Oui. ce n'est pas l'Égypte d'aujourd'hui. Mais naturellement, C'est l'Égypte ancienne n'était pas c'est l'Égypte toute la arabe. vallée. Le découpage colonial a aussi faussé complètement les choses. Et il est évident que l'Égypte ancienne, effectivement, il ne faut pas oublier que le Nil prend sa source au Rwanda, n'est-ce pas? Il prend sa source dans le nord du Congo. Donc ça, Et c'est une, que... et Oui, une oui. branche vers l'Éthiopie. Oui. Et ça, c'était d'abord une découverte, hein, pour moi aussi. Enfin, pour moi, tout a été une découverte, si vous voulez. Puisque avant d'arriver à l'université, avant d'avoir même terminé mes premières études universitaires, je ne connaissais pas du tout, bien qu'ayant grandi en Afrique, je ne connaissais rien de la littérature africaine. On n'enseignait pas ça, évidemment. Bah, même On n'enseignait pas même ça. au jour d'aujourd'hui. J'étais très forte en littérature française. Je ne connaissais rien de la littérature africaine. vous n'étiez pas intellectuelle africaine. Voilà. J'étais Ok. tout simplement... j'étais un produit de l'enseignement, quoi. Ouais. L'enseignement traditionnel européen. Et maintenant, les perles de la rue.
s'il y a des gens qui veulent s'amuser ou apprendre des choses, ils peuvent venir apprendre des choses. D'accord. Et ton association, là, comment ça s'appelle? Il n'y a plus d'association en fait. Maintenant, je travaille soit tout seul, soit avec un groupe. On va bientôt monter un petit truc sympa. Un petit nom ensemble. Il faut qu'on arrive à trouver un nom qui est sympa, qui attire les gens, mais qui est doux. C'est toujours Alex. Parce que Alex, ouais, moi c'est toujours Alex. Donc, Alex Feu ou Alex machin, c'est facile à trouver. D'accord. C'est vrai qu'on a un petit nom un petit peu accrocheur, un petit peu sympa. D'accord. Merci. Qu'on vienne de la haute société ou de la petite société, le tact, l'éducation à la différence, ça ne s'apprend pas forcément dans les manuels. Hein. C'est aussi l'expérience, la rencontre des autres. Et moi je veux vous dire, j'ai la chance de vivre dans une ville où toutes les religions, toutes les communautés se mélangent. Même les jeunes, contrairement à ce qu'on peut bien nous dire dans les médias, même les jeunes sont toujours prêts à vous aider. L'autre jour, j'étais devant la porte de mon immeuble. Bon, visiblement, on avait changé le code. Et là, j'entends... Wesh! Wesh, ma gueule! Ouais! Ouais, cousin! Ouais! Alors qu'on n'est pas de la même famille. Ça qui est fort. Ouais, cousin! Ouais! Eh, passe nulle part! Eh, t'as perdu les crédits forts! Oui, j'habite en banlieue. Bah attention, hein, je vais pas habiter en banlieue toute ma vie, hein, non, parce que un jour ou l'autre, ça va décoller pour moi. Hein. Ah ouais, un jour ou l'autre, je pense que mon talent sera reconnu à sa juste hauteur. J'aimerais qu'on dise à mes parents, on évite de leur dire pour la deuxième fois que leur fils a été coupé au montage. Ça me ferait tellement de peine. Non, je veux qu'ils soient fiers de moi. Et je m'imagine souvent, quand j'aurai cette ultime récompense, fameux César, je m'imagine et dans mes rêves comme ça les plus fous, moi je sais déjà ce que je vais dire. Ça donnera à peu près ça. Et la révélation masculine de l'année, tenez-vous prêts, hein, est attribuée à Christophe Fluder. Merci, merci. Oh là là. Qu'il est difficile pour moi de cacher mon émotion. Je vois que toute la profession est là. Tiens papa, si tu pouvais attendre avant de prendre une photo s'il te plaît, merci. J'aimerais avoir un mot pour mon agent qui a toujours cru en mon talent, qui m'a toujours dit Christophe, sois patient, un jour tu verras, tu seras dans la lumière. Et bien voilà, j'y suis. Et s'il y a une chose que je n'oublierai jamais, c'est que pour moi, tout a commencé un 11 septembre au château de Vaux. Merci. Entre autres, ouais. Alors dis-moi bonjour maintenant aussi. Bon. Alors, salut. Tu sais tout de me charrier comme ça. Comment c'est ton prénom? Ag. Ag. Ouais. Alors, enchanté Ag. Ok, en tout cas, c'était j'étais content de te voir. Ouais. Ouais, je te voyais sourire et tout, machin, c'est bien, comme ça je m'appuyais sur toi. Au top niveau. Génial. Merci beaucoup. Bon, allez. Bonjour, moi c'est Fred Unity, vous êtes sur Godio TV, regardez ce qui suit. Et des secrets, tu vois, qui peut nous faire des trucs mieux que ça. Alors, fais-nous un petit chant, tu sais le chant que ta maman te chantait quand tu étais bébé, quand tu lui prenais le sein. Tu te rappelles? Si, le truc que tu faisais, tu m'as dit, oui, c'est comme ça, les bébés, ils grandissent bien, tout, ça fait des beaux bébés. Tu sais, une chanson, là, franchement, tu te rappelles pas? Ah, tu me la chantes? Allez. Oh, attention, je sens l'émotion dans son corps. Ouh, ça vibre. Chante une chanson solennelle. Ringa ringa raja, muca banagaja, kužek pa priteče in vse na tla pomeče. Bravo! On applaudit Tania! Bravo! Tania va nous dire la traduction. Bon, quoi, peut-être que c'était des insultes, mais bon, on va savoir ça. Alors, version française. La petite chatte n'est pas sage et le chien il vient et il met tout le monde par terre. Ouais. Oui, j'essaye. Je suis bourguignon. Est-ce que vous le savez? Pourtant, mon prénom n'est pas bourguignon, mais irlandais.
Mes parents ne me l'ont jamais expliqué. Car dans la vigne, quand je suis né, c'était Clos Vougeot, von Romané, et à la fin du jour du Clos Vougeot, tout tournait. C'est pourquoi on me dit je suis bourguignon, et pourtant je m'appelle Irlandais. Maintenant, si vous en voulez plus de ma casquette, je vous demande des écus pour me payer un écho à boire. Vous ne voulez pas me payer, je tire ma révérence et je vous répète. Bravo! Alors, cette petite chanson hollandais, quand je chante aux enfants quand ils vont dormir, je vais vous le chanter. Klappen in een handje, play, play, play. Wie is mama lief verliefd, dat is jij. Zo groot met de workers, zo groot. Oh, je vais bien dormir ce soir. On applaudit, Vas-y, enchaîne. Comment elle s'appelle la petite dame? Son nom est Maria de Barigi. Ah, Il s'appelle le petit quinquin. Le petit quinquin, ouais. Dors ma petite quinquin, ma petite pocha, ma gros roche. Tu me feras du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. L'autre jour, la pauvre dindelière, un ami Clotas a tué au garçon. D'un chaud à dormir par un cachot. La 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 la. Bisous ma petite si t'es sage, te fera du pain d'épices, du Chicago Go. Si t'es sage, il te fait dodo. Dors ma petite quinquin, ma petite pouchin, ma gros rogin. Tu me feras du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. Voilà. Je suis de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Mais moi je ne fais pas la faute. Il était. On dirait qu'il lui. Il était. Il a des tas d'amis. Il sait, les garçons, t'es là. Je devrais me faire une maison. J'essaie d'oublier. Oh, Ziggy. Je vais Ziggy. C'est un bon seul ami. Ça va. C'est du n'importe quoi, mais bon. On applaudit quand même. Bon, je vous ai sauvé avec les amis. On l'a rencontré au vélo, tout. C'est un mec sympathique, il est d'origine portugaise, tout. Voilà. Il est célibataire, en plus, tu vois. Et franchement, c'est un beau gosse. Il travaille dans le bâtiment. Il parle anglais. Non, il travaille pas dans le bâtiment. Il travaille dans l'hôtellerie. Il a démolé d'enculé. Il fait 25 km de vélo par jour, largement pour revenir à son boulot. Donc du coup, tu vois, sympathiquement, voilà, c'est un bon garçon. Alors par contre, il a des défauts. On pourrait le placer sur Internet. Bon, des fois, il a un humour un petit peu particulier. On a du mal à le comprendre. 2017, c'était compliqué. 2018, il va faire des efforts. Aïe, aïe, oba, oba, oba. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Que o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba. Bien, bien. Eh ben c'est toi qui
Bonjour Patrice, tu peux te présenter pour... Merci Yag. Je m'appelle Patrice Sabat. J'ai été musicien pendant des années. Et j'écris depuis des années aussi. D'accord. Alors, comment tu es arrivé à l'écriture là? Comment je suis arrivé à l'écriture? Tu t'es retrouvé aujourd'hui chez Alpha Bar. Comment je me suis retrouvé ici? Hormis le fait que j'avais un père écrivain qui surveillait la qualité de mes rédactions, puis de mes compositions françaises, hormis le fait que quand j'avais 14, c'était pas une bonne note, j'ai toujours écrit et j'ai jamais osé montrer. Ouais. Et puis, il y a de cela une trentaine d'années, j'ai montré à mon père mon travail et il m'a dit « Ah, ça mon fils, j'aurais aimé l'écrire. Ouais. » Pour moi, c'était... Ouais. Il a ouvert la porte. Tout d'un coup, tu es au paradis, quoi. Ton père que tu admires te dit « Ah, ça mon fils, j'aurais aimé l'écrire. » Mais j'aurais pas su le mettre en musique, me dit-il. Puisque à l'époque, quand j'écrivais, j'avais toujours deux, trois mélodies derrière ou deux, trois grilles d'accords. Ouais. Et du coup, ça m'a donné une confiance qui m'a permis d'écrire jusqu'à maintenant. Ouais. Chez Alpha Bar, qu'est-ce que tu as écrit chez Alpha Bar, j'ai sorti récemment Titaniquement Vôtre, qui est une pièce de théâtre. C'est l'histoire d'un certain nombre d'individus sur un yacht. Ce yacht, en définitive, est commandé par un capitaine qui, à un moment donné, fils de communiste déçu du communisme, et décide de mener une action d'éclat parce qu'il se sait condamné. Et de préférence, il veut mourir en emportant ceux qu'il appelle les nantis. Il décide de faire sauter son navire contre un autre, rempli d'hommes riches, célèbres, de députés, d'individus qui ont fait des malversations de toutes sortes, de trafiquants d'armes. Donc il décide de faire sauter son bateau, mais à ses côtés, il y a son second, qui est un ami d'enfance, qui lui considère que la violence n'est jamais la solution. Voilà. Je peux te lire un petit passage. Alain Rouet disait ça au capitaine Yves Reiss, au capitaine de police. Mon idée l'avait ébranlé tout à coup. Il avait envie d'être utile. Lui, le capitaine désabusé, être Popeye plutôt que Nemo. Il lui suffisait de croiser au large, au secours de tous ces migrants qui risquent leur vie, partout sur la planète, dans de frêles embarcations. Le yacht pouvait accueillir facilement une cinquantaine de personnes en toute sécurité. Qui sauve une vie, sauve toute l'humanité, non? Albert n'aura peut-être pas compris, qu'importe, il n'aura pas pu s'y opposer. Albert, c'est le propriétaire du navire, mais lui, il n'y est jamais dessus. Albert de Souzance a fait fortune dans les sous-vêtements de luxe. Alors, ce livre, aux États-Unis, qu'est-ce que ça donne? En fait, j'ai eu une grande chance, comme pour le premier livre que j'ai sorti chez un autre éditeur, on en parlera peut-être. Ce livre, qui est une pièce de théâtre, va être joué en français aux États-Unis, dans des universités francophiles. En particulier, déjà, il est programmé à l'université de Cleveland, Case Reserve Western University. Et on va pouvoir le jouer avec 3 départements. Le département langue moderne, le département théâtre-cinéma et les départements ethniques qui vont collaborer à la mise en scène et à jouer cette pièce de théâtre en français, avec l'espoir qu'on arrivera à la faire tourner dans différentes universités francophiles aux États-Unis. Titaniquement Vôtre, chez Alpha Bar. Voilà. J'adore, tu vois ça? J'ai touché les doigts du... Non, elle, on lui a mis la tête dans la mer Méditerranée.
Méditerranée. Ça a changé, hein, c'est plus la Manche. Oui, maintenant c'est la même chose. Oui, voilà. Et donc le lendemain, elle est ressortie comme ça. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Camille. Camille? Voilà. Ouais, et toi? Florine. Florine. Et on fait partie de la Ménie des Chevaliers de Saint-Georges et de Saint-Michel. Voilà. La table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, 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 goûtons voir, non, non, non. Goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, 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 goûtons voir, non, non, non. Goûtons voir si le vin est bon. S'il est bon, s'il est agréable, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. S'il est bon, s'il est agréable, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. J'en boirai, oui, 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 j'en boirai, non, 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 j'en boirai jusqu'à mon plaisir. J'en boirai, oui, 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 j'en boirai, non, 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 j'en boirai jusqu'à mon plaisir. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Dans une cave, oui, 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 dans une cave, non, 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 dans une cave. Qu'est-ce qu'il y en a dans Agatha Christie? Alors, pour Agatha Christie, ce qu'il y en est d'abord, c'est que il y a tous les romans d'Agatha Christie sont repris à la télé, plus ou moins déformés d'ailleurs. Moi, je les regarde jamais. Ça correspond pas du tout. Ça suit vaguement les livres d'Agatha Christie. Mais par contre, Agatha Christie, c'était d'abord quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'archéologie. Mais elle s'est intéressée à l'archéologie à partir de son histoire de divorce, dont on parle très souvent quand il y a une émission sur Agatha Christie à la télévision. C'est beaucoup sur avant et très rarement quand elle était archéologue avec son mari, parce que je crois que les spécialistes d'Agatha Christie ne connaissent pas trop son histoire. Donc Agatha Christie, jusqu'au moment où elle a divorcé et qu'elle a eu cette sorte de grande dépression, ne s'intéressait pas du tout au Moyen-Orient. Mais elle voyageait déjà beaucoup parce que Agatha Christie est britannique et on était en plein dans l'Empire britannique. Et tous les Anglais se baladaient un peu partout. Ils allaient passer leur été au Caire, ils allaient se promener en Inde, enfin ils allaient un peu partout où, au fait ils étaient chez eux partout. Ouais. Et donc, elle devait donc voyager une fois de plus avec son mari qui était, il était un peu fonctionnaire, mais ils allaient toujours beaucoup dans tous les... Elle est allée en Rhodésie, enfin dans tous les endroits, en Afrique du Sud, elle est allée aussi... enfin dans tout ce qui était l'empire britannique. Et donc elle fait une grave dépression et elle s'en remet et elle décide de repartir voyager mais seule. Et elle décide de prendre un voyage, elle voulait aller je sais pas où, à l'agence Cook, et elle prend son billet pour faire ce voyage. Mais quelques jours avant, elle est invitée dans une réception et elle se trouve assise à côté d'un monsieur. Elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et le monsieur lui dit « Moi, je suis en poste à Bagdad. » Elle lui dit « Comment ça? Vous êtes en poste à Bagdad, en Irak et comment on y va ?» Et il lui répond « Mais très facilement, avec l'Orient Express. » Et alors, elle fait un bond terrible et dit « L'Orient Express, mais comment on y va ?» Il lui dit par le train, l'Orient Express, comment on le prend? Il lui met facilement par le train et vous pouvez venir, on vous invite en Irak. Et donc, aussitôt le lendemain, elle prend des billets pour partir à Bagdad. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que je vais faire à Bagdad? Il lui précise, mais à Bagdad, vous savez, en ce moment, il y a toutes ces grandes fouilles de houlets sur la ville de Our qu'ils sont en train de découvrir et vous pourrez même le rencontrer. Et donc, elle part
avec l'Orient Express et elle fait son voyage tranquillement avec ses bagages et ses cartons à chapeau. Et elle débarque d'abord, sa première arrivée, c'est à Alep. Parce que là, elle doit changer de train. Et à Alep, d'abord elle arrive à Alep, elle est un peu malade parce qu'elle a été piquée tout au long du séjour, c'est des trains en bois, par les punaises. Et d'ailleurs, son premier roman qu'elle écrira après sur tous ses voyages en série, c'est 5 heures du matin en gare d'Alep, c'est le crime de l'Orient Express. Et et on y voit en gare d'Alep, et moi je connais bien la gare d'Alep qui est toujours intacte et un peu dans son jus, eh bien elle voit un monsieur, un petit Belge, un peu rondouillé, qui discute avec un officier de l'armée anglaise ou de l'armée française à l'époque, et ça sera Hercule Poirot. D'accord. Donc après d'Alep, elle s'en va à Damas. Et là, elle descend à Damas, elle commence à visiter en 3 jours les souks de Damas. Et puis, à Damas, il y avait la compagnie Cook qui s'occupait un peu des voyages. Et il y avait une compagnie qui était tenue par je crois que c'est un Australien, qui avait fait la compagnie Ken ou Crane, et qui organise tous les voyages pour aller jusqu'à Mossoul. Et après, jusqu'à Bagdad. Et donc, elle va faire ce voyage avec... C'est des grosses berlines. Ouais. Et d'ailleurs, là, dans un de ses romans, il va y avoir aussi un crime dans cette berline au fort de Rutba. Et tout le monde connaît le fort de Rutba. Et donc, aussi beaucoup, au temps du mandat, c'était une escale pour arriver jusqu'à Mossoul. Et là, le fort de Rutba, c'est bien connu de tous les gens jusqu'à maintenant qui vont sur la piste jusqu'à Palmyre. Okay. Ça va un peu jusqu'à Palmyre, enfin on peut y aller, et elle part à Mossoul. Et de Mossoul, elle va à Bagdad. Et à Bagdad, le capitaine qui lui avait dit qu'il était en poste en Mésopotamie lui dit « Surtout, à Bagdad, ne restez pas dans la colonie de ces dames qui prennent le thé avec des serviteurs indiens, etc. Mais essayez d'aller à Our. Et là, elle va aller à Our. Elle va faire la connaissance des Houlés, qui est une famille qui est bien connue, qui est le monsieur est un grand archéologue qui a beaucoup travaillé sur Our. Et après... elle se prend d'amitié pour le couple Houlet, mais elle n'aimait pas trop la dame, qui était assez bizarre. Mais là aussi, elle rencontre aussi des gens qui sont très connus. Le Gertrude Bell qui visitait toute la région. Et là, elle va repartir à Londres. Puis, elle va revenir encore une fois. Et dans le deuxième voyage, la dame Houlet, qui est très autoritaire, l'envoie visiter un autre site avec un jeune archéologue qui s'appelle Max Mallowan. Et elle est plus âgée que ce jeune archéologue, mais en cours de ce voyage, Max Mallowan s'aperçoit que cette dame anglaise, qui est déjà un peu célèbre, peut s'adapter à tout. Ils ont une panne de voiture dans le désert, elle s'endort à côté de la voiture, sans problème, elle est toujours contente, elle rit toujours, tout lui plaît. Et quand ils reviennent, ils lui demandent de l'épouser. Et elle hésite beaucoup, alors ça fait beaucoup de pages dans son chapitre sur son autobiographie. Et tout le monde lui recommande, toute sa famille à elle lui recommande, non, t'es trop, quand même, t'es un peu âgé, et puis ce monsieur, c'est un archéologue, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Et elle l'épouse, et à partir de là, elle va passer ses plus belles années dans tous les sites archéologiques d'Irak et de Syrie. Et elle va aussi voyager en Iran et aussi en Russie. Enfin, elle va faire beaucoup de voyages. Et elle va visiter aussi Chypre, la Grèce et tout. Mais c'est avec Mallowan que vraiment elle a été la plus heureuse dans toute sa vie. Voilà. Merci. La faille.
Bonjour. La Terre est-elle vraiment ronde ou plate? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La Cour. Une balle de football est ronde, donc toute lisse. La Terre, quant à elle, avec ses élévations de terre appelées les montagnes et les vallées, n'est pas ronde. Un terrain de football est plat. La terre, pour les mêmes raisons, je veux dire les élévations de terre, les vallées, les montagnes, elle n'est pas plate. En revanche, vue d'en haut, elle donne l'impression d'être ronde ou plate. Mais c'est juste une impression, une vision optique. La Terre n'est ni ronde ni plate. Elle est bien cabossée. À vous de voir. Au revoir et à la prochaine pour une autre idée. Well, it's all about the Gojo TV that bringing the music to the people them straight up, see? And we are say, you don't know more blessing and strength because wherever the media goes, the people will follow. You understand? Yeah. And we are say reggae music is a type of music that educate and inspire each and every one, doesn't matter your color. Because we are say it's one blood and this red blood don't need no sponsor. So just keep listening to the music and keep it locked to the Gojo TV. You understand me? Because we are say taking over town and country. And we are say Joseph Cotton and kill fat. So last year. Bonjour, c'est Loala pour vous montrer au mini festival reggae. The blue sky now, she's with the woman's want to go by. She don't got no money and want to get high. Stories unfamiliar, not want to be wild, but she's similar. Not quite the same, but the similar. West of us is a barrier. Used to love in the videos, now she look videos. She loves to party, have a good time. She looks so hearty. She loves to smoke, sometimes shifting cold. She be loving when there ain't no joy. People's paradise, that's all she wants now. People's paradise, that's all she wants. For no reason, I see some speak walks so fast, she watch big seas. So white, she's out plunging now. She sees the need and I need her hearse. I sing at the beat till life is uncertain. Ego need feeding, I'm the one's person. Beneath the demon, she's a one's person. Paradise, that's all she was now. People's paradise, that's all she was. People's paradise. Donc alors c'est XKM, slash Facebook. Voilà, donc
et on a mis dessus, tu partages cette vidéo, que ce soit à la Bastille, ensemble, voilà, partager ce bon moment ensemble, on a partagé, ça fait plaisir. Merci. Je m'appelle Manel. Manel, d'accord. Et donc tu me dis que ça fait un moment que tu chantes en fait. Ça fait depuis 2005. 2005, ouais. En sous-marin. En sous-marin, juste en partage dans des lieux où les gens se réunissent, pas pour écouter les artistes de tête de fiche, mais les gens qui ont des choses à dire. Mais sans indiscrétion, comment on fait pour avoir une telle voix? Ah, je sais pas. C'est naturel. C'est un don de Dieu, ça. S'il y a un don, si les gens disent qu'il y a un don, ça vient de Dieu. Moi, je suis personne, je suis un être humain. Je suis là, j'utilise les compétences que mon corps et mon esprit peuvent faire, mais j'invente rien, je dis rien de nouveau. Par contre, la musique, elle est là et ça sort avec voilà. Les tripes. Ah ouais, les tripes. En tout cas, c'est Manette. Manel. Manel. Avec un L. Et donc, avec un L. Oui, M-A-N-E-L. Exactement. D'accord. On te trouve sur Facebook, comme tout le monde y est là, alors je pose la question. Tu vois, moi je fais pas comme les autres, j'ai pas de Facebook. Moi je suis à l'ancienne en fait. Oui. Je fais du porte-à-porte. Ça voilà. c'est bien. Donc du bouche à oreille, les gens, s'ils ont envie de m'entendre en spectacle, ils m'appellent et je suis là. D'accord, bon on t'appelle comment? Alors, donne-moi ton 06. La plus rouspète, la plus poète et
wife and mother, daughter and sister. Wife and mother, daughter and sister. Love my country, yeah, yeah, yeah. Love my country, yeah. Love my country, yeah. Love Senegal, it's burning Senegal. My country is Senegal. I'm leaving Dakar. Senegal is my country. 'Cause every day I'm thinking of you, Senegal. Every night I'm thinking of you, Africa. Love my country, yes I. Whoa, love my country, yeah. Love Senegal. Love Africa. Một chút cái beat zip real, mà bác sĩ xuống nụ real. Lý mà chỉ cần nằm đẹp mày tay lấy tay đủ. Một chút cái beat zip real, bác sĩ xuống nụ real. Lý mà chỉ cần nằm đẹp mày tay lấy tay đủ. Một chút cái beat zip real, mà bác sĩ xuống nụ real. Lý mà chỉ cần nằm đẹp mày tay lấy tay đủ. Hey, tired of love, đọc nhôm để nhục không cần. Senegal để cuộc đời làm gần love. Senegal để cuộc đời làm gần love. Senegal để cuộc đời làm gần love. Senegal, love my country, yeah, yeah. Oh, 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 oh. And the hobby should be you feel it, and you feel it. Don't make it drop, 'cause I easy drop. It will pop, and if it will pop, no one can make it. 'Cause I if it up, you can easily look baby. So we have to go. Should be tonight. Should be tonight. Mama don't be like. Should be tonight. Tell me you feel like this. Should be tonight. Okay. Too long. Just you do as I say. I want to make up on me what you do. This time you remember what you do. So now we go get should be good night. Your mama don't be like. Papa don't be like. as the sun rises in the sky. My love for you will never die.
eternal love. As sure as the star high in the sky, my love for you, baby, will never die. Eternal love, eternal love. You and I must be more realistic in whatever we do. When a bad time comes along, you must be brave and strong and sure as the sea rises and roars. My love for you, baby, is forever in store. Eternal love, eternal love. My name is Carl Dawkins. Nice, happy feeling around Bridging. For the TV, you and me, we should have some fun. Say bass, play me a song. How are you? We're gonna live it all along. Just like my baby, just in my baby. When a bad time comes along, you must be brave and I'll be strong, as sure as the sea rises and roars. My love for you, baby, it's forever ensure. Eternal love, eternal love. I miss you, baby, all night long. I miss you, down, down. Yeah, I miss you, man. Oh, what do we do? Oh, man. Pour la justice on part au combat. Nos armes sont l'amour et la foi. C'est ainsi que l'on vaincra. Armée de Jah, lève-toi et sois prêt à conquérir. Si t'es un disciple du Lion of Judah, enfile ta tenue de guerrier et arme-toi de ta foi. Vous êtes là. Tous ceux qui sont réunis, nous sommes forts et divisés, nous sommes faibles. Donnez-moi un signal, people. Come we shall win him up. That's why we come in nation. So let's see your youth in nation. Pour le match in the essence, the Dominica, the Tribulation, tous ceux qui sont en separation, c'est l'union pour la France. On va se dire comme un bain, on va baisser les bras. On prend le coup des rayons, c'est pas du passe. Avec le Babylone, il faut faire les passes. Voilà, l'union pour la France. L'héritage que je laisse, c'est pour les grâces. Assumer la Babylone, ça vient du secousse. Cela déjà regarde à tout le monde à son passe. Qui se ressemblent, se rassemblent, ils travaillent pour l'ensemble. Laisse-moi libérer un instant, des rêves abonnitions. Avec sincérité dans l'action, une seule fois pour la nation, un seul fait pour la mission, un seul fait contre l'oppression, un seul Dieu pour l'adoration. Parce que nous sommes de nation. On peut faire sa manifestation. Tout le monde, l'union de la France. Nous faisons les comme un bas, on va faire son ghetto. On pense que je l'ai là, il se démarre. Avec la bonne Babylone, il faut faire les grâces. Farouche, l'union de la France. C'est ce qui est que je peux laisser pour les grâces. C'est une mauvaise, sans rien de secousse. Soyez dans le genre. Et vous savez comment on va sous une puissance de time. Que tu l'appelles Allah, Krishna, Saint-Pé, Adonai. Non! Tu cherches quelqu'un pour sa question.
attention. Yes. Attention là, c'est le monde représenté. Les yeux du tout-puissant, sans distinction de race, de classe, de couleur. Et l'enfant du chien, c'est le nôtre. Vraiment, pas besoin d'église pour ça. Alright, we're going to give you a little bit of Bob Marley's music, alright? My name is Ivis Lawrence, by the way. Run it! There's a lot I could say to you what I'm doing towards my life right now, which will take a long time. I'm doing music, yes, and I'm still working in Jamaica, building my house. This year I wrote a song about Marley and I, so I'm always active doing something. I'm just glad that you said for life, yes, I'm thankful for life. All I want is more life. There's so much disappointment in life sometimes. Some people life get short. So in this world today, it's very hard to be safe. It's easy to be destroyed.
guidance and protection. Yeah, nice to meet you, Fogo. Same to you. There's a land far in the east, and this my place of rest. You said like curtains, my father, God your blessings, Lord, bringing up your chest. Oh, oh, Africa, oh, bring it, let us relate. À bientôt sur Gojo TV.